Du coup, moi, je viens vous introduire cette formation à découverte de la recherche. Alors, recherche, je vais dire vaste monde qui parfois peut paraître très obscur, très, on va dire, hospitalier. On s'imagine les PUPH à faire leurs études, à gratter du papier non-stop. Alors qu'en fait, la recherche, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et c'est ce dont ils vont discuter aujourd'hui. C'est l'affaire de tout le monde, puisque finalement, même dans son cabinet, en fait, on peut inclure des patients, on peut avoir contribué à des bases de données qui vont servir à d'autres analyses, à d'autres choses. Donc c'est vraiment là l'idée de vous faire découvrir tout un monde très très riche et très intéressant. Alors, pour les intervenants d'aujourd'hui, du coup, je commence par ceux qui sont en présentiel, comme ils parleront après. Donc le docteur Carolina Griffiths, qui du coup est chef de clinique en médecine générale, donc il pourra vous parler de son exercice. Et ensuite, en ligne, on a le docteur Shahnaz Klouch, qui est directrice de la recherche scientifique chez le groupe Alsan, et le docteur Pierre-Thierry Piéchaud, qui est directeur de la cellule de recherche donc de la Nouvelle-Aquitaine et dans le groupe Alsan aussi. Donc, je vous laisse commencer, docteur Klouch. Bonjour à tous. Merci pour cette présentation et je suis totalement d'accord avec vous. C'est un très beau domaine, très riche et très intéressant, la recherche clinique. Donc, je suis de formation médecin méthodologiste de recherche clinique, biostatisticienne, et je fais partie d'un comité de protection des personnes, celui de l'hôpital Saint-Louis à Paris, dont j'ai été présidente un certain nombre d'années. Et donc, comme vous disiez, je suis directrice de la recherche clinique chez Elsan depuis maintenant bientôt 4 ans. Alors, je vais vous partager une présentation. Vous me direz si vous la voyez bien. Oui, c'est bon, on vous suit. Parfait, merci beaucoup. Donc, le groupe Elsan, c'est un groupe d'hospitalisation privée. Donc, c'est le premier groupe d'hospitalisation privée en France. Elsan, donc, c'est 140 établissements. Donc, aussi bien MCO, SMR que HAD, radiothérapie, centre d'imagerie. Donc, c'est des établissements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, puisque Elsan a fait le choix d'être présent dans les territoires. Elsan n'a pas d'établissement à Paris, alors en Île-de-France, oui, mais pas à Paris. Et nous sommes donc dans les territoires, aussi bien dans les grosses métropoles que dans certaines régions, dans certains territoires, où Elsan est la principale offre de soins de cette région-là. Notre raison d'être, c'est agir et innover pour la santé de tous au cœur des territoires. Et comme vous allez voir, nos objectifs en termes de recherche clinique recoupent cette stratégie territoriale. Nous avons donc une direction de la recherche clinique. Nous sommes basés au siège. Nous avons Marine qui est chef de projet, Yassir, administrateur SIGAPS, Sophia, data manager, Aurélia, coordinatrice des essais cliniques, Christine, biostatisticienne, et Batoul, ARC promoteur. Chaque membre de l'équipe est expert dans son domaine et ce sont des personnes qui ont fait leurs armes aussi bien dans le public ou dans des structures privées. Notre objectif, c'est vraiment de structurer et de dynamiser la recherche au sein du groupe. Et pour cela, on a un certain nombre d'axes stratégiques de développement et de stratégies opérationnelles pour pouvoir renforcer la visibilité scientifique du groupe et promouvoir des projets de recherche. Il faut savoir que c'est un axe d'engagement fort du groupe et c'est normal dans le sens où Elsan, c'est annuellement 4,5 millions, me semble-t-il, au dernier chiffre, de patients pris en charge dans les établissements. Donc, il est important que nous puissions
participer à cet effort de recherche, qui est un effort donc international, et que nous puissions, grâce aux équipes donc de praticiens dans les établissements et des soignants, apporter la pierre à l'édifice. Et tout ceci contribue à l'attractivité des équipes et des établissements, leur visibilité, leur reconnaissance, et impacte également la performance. Et tout ceci a comme objectif d'arriver à l'excellence médicale et à l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc notre objectif, c'est qu'ELSAN soit un acteur majeur en recherche clinique, aussi bien en qualitatif qu'en quantitatif. Et pour cela, nous avons un programme de recherche qui comporte donc de la promotion interne, c'est-à-dire des études qui sont portées par ELSAN, et puis donc également de la participation en tant que centre investigateur à des études qui sont promues par des industriels ou des institutionnels. Et nous parlions de visibilité et de valorisation et finalement d'exploitation des résultats, donc c'est les publications scientifiques, puisque donc nous avons un objectif de 600 publications par an, en réalité on est au-dessus, et environ 2/3 de ces publications sont de rang SIGAPS A+, A, B ou C. Donc je vous parlais de stratégie territoriale, donc nous l'avons décliné également en recherche clinique, puisque nous avons dans des territoires, notre objectif c'est que chaque territoire ait sa propre cellule de recherche pour que la recherche clinique fasse partie intégrante de la prise en charge du patient et qu'elle s'intègre, qu'elle s'ancre dans les territoires. Donc ce n'est pas une démarche descendante, mais une démarche en réseau. Et donc nous avons commencé cette démarche il y a 3 ans, donc notamment avec le docteur Piéchaud qui vous parlera de sa cellule Nouvelle-Aquitaine. Et puis ensuite, d'autres se sont rajoutés. Et là, nous avons actuellement en cours de construction, en bien avancé, 3 autres. Donc on espère pour 2024 avoir 3 autres cellules. Pour pouvoir soutenir la recherche clinique, donc il faut un certain nombre de dispositifs de soutien. Donc le premier, c'est la campagne d'appel à projet, qui au départ était annuel, puis semestriel et qui est maintenant trimestriel suite à son succès. Donc en fait, tous les praticiens qui sont dans les établissements ELSAN, quand ils ont une idée de recherche qui vient donc du terrain et de leur pratique, à partir du moment que ce sujet est pertinent et original, le projet est soumis donc au comité d'orientation scientifique de la CAP. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche évidemment internationale. L'idée n'est pas de refaire en France ce qui a été fait ailleurs, c'est plutôt vraiment d'apporter un maillon à cette chaîne de chercheurs internationaux. Nous avons également des études promues par ELSAN. Donc, nous avons, comme je vous disais, un soutien pour la promotion externe. Parmi les dispositifs, alors je ne sais pas si vous voyez bien ou pas, donc c'est l'entrepôt de données de santé. La CNIL vient d'autoriser ELSAN depuis peu, début d'année, à constituer son entrepôt de données de santé, et ça a été un projet qui a été très très bien reçu, puisque ce sera le premier entrepôt de données de santé national, donc qui recouvre vraiment la totalité des territoires et dans toutes les spécialités que nous retrouvons chez ELSAN. Et puis on a d'autres outils tels que les microfinancements, un principe de rencontre de la recherche clinique chez ELSAN, de webinaires, différents outils numériques qui nous permettent de renforcer nos capacités de mener des études cliniques. Pour la promotion interne, donc soit c'est une promotion interne qui est portée par l'ensemble, c'est ce qu'on appelle le groupe en coopération sanitaire, donc par l'ensemble des établissements, et donc ça avance bien. Donc le docteur Piéchaud vous parlera de ses propres projets, donc au niveau de Saint-Augustin, mais aussi donc qui sont des études multicentriques. Et puis on a de la promotion qui est portée par les établissements eux-mêmes, puisque donc comme vous pouvez voir, il y a de ces études à travers l'ensemble du territoire. Nous avons en fait 2 objectifs, c'est d'avoir des études qui soient multicentriques et de haut niveau de preuve. Il est important de pouvoir mener des études de catégorie 1 ou 2, loi Jardé, ou encore selon le règlement européen médicaments ou DM. Donc on peut faire de la belle recherche et on le voit bien. Donc les publications, donc comme je vous disais, on était entre 2018 et 2021 à 2158 publications. Les 2 plus grosses spécialités, c'est l'oncologie et l'orthopédie, et c'est inhérent aux activités de soins qu'on trouve chez ELSAN, puisque ELSAN est le second opérateur en cancéro après les CLCC, et nous avons une grosse activité d'orthopédie. Notre campagne d'appel à projet, l'idée c'est qu'on voit bien qu'il y a plus de couleurs, puisque tout simplement nous sommes ouverts à l'ensemble des spécialités.
et également aux infirmiers, aux kinés, c'est-à-dire donc les soignants. Nous avons différents projets dans ces différentes disciplines. On voit bien qu'il y a quand même un trio de tête, c'est donc chirurgie orthopédique, oncologie et néphro. Et c'est dû également pour la néphro-uro, le fait d'avoir des centres de dialyse, donc un réseau de centres de dialyse, et évidemment beaucoup d'urologie, et là le docteur Piéchaud vous en parlera. En promotion externe, donc on retrouve l'oncologie. On est très sollicité par les CLCC, par Unicancer, par Curie pour pouvoir donc participer à des études qui sont de phase 2, 3 ou 4. Et puis ensuite, c'est le cardiovasque et la chirurgie orthopédique. Ce que nous avons également, ce sont des tests CIFRE. C'est un principe en fait de soutien de l'ANR qui va soutenir un projet de recherche pour donc un thésard pour qu'il puisse mener une étude avec un laboratoire de recherche et conjointement avec une entreprise qui est dans ce cadre-là la clinique. Et donc, ceci permet d'avoir, comme vous voyez, un certain nombre de thèses, une d'ailleurs qui a déjà donné lieu à des publications et d'autres qui sont actuellement en cours. On a également d'autres types de thèses et de doctorats. Nous avons également des thèses en médecine, qui parfois collent aux projets soutenus par la campagne d'appel à projets, ce qui permet d'avoir de beaux projets de recherche pour ces thèses. Et nous avons différents partenariats, donc notamment avec donc l'ISNI et puis mais pas que. Tous ces éléments, vous pouvez les retrouver dans notre première revue de la recherche que nous venons de publier. C'était premier semestre 2023 et ça vous permet de voir tout ce qui est possible de faire. Donc, réaliser de la recherche dans le privé, c'est possible. Il faut le faire et nous sommes là pour pouvoir accompagner les praticiens et les soignants pour réaliser de la recherche de qualité. Merci beaucoup. On va peut-être enchaîner avec les autres présentations et on fera un point question juste après. Très bien. Du coup, docteur Piéchaud, si vous voulez enchaîner. Oui, bonjour. Écoutez, merci beaucoup de cette opportunité de communiquer auprès des jeunes médecins à propos de la capacité de l'exercice libéral à accéder à la recherche clinique, et puis aussi pour faire comprendre aux jeunes médecins que finalement la recherche clinique, c'est pas une spécialité de bureau de laboratoire, c'est vraiment une activité qui est complémentaire de la prise en charge des patients et de l'activité de soins, et ça sera ma conclusion. Et donc, cette participation à vos journées des jeunes médecins est très importante pour nous. Donc, on a touché à préciser la politique générale du groupe de vraiment s'investir dans la recherche clinique. Donc, ELSAN va être un des premiers partenaires de la recherche clinique au sein des établissements de soins privés. Mais ça s'adresse également, cette présentation ou cette journée, aux médecins qui, d'entre vous, iront plutôt dans des activités de cabinet de médecine générale, pour ne pas être étonné finalement que vos correspondants vous demandent ou vous proposent que vos patients soient inclus dans les protocoles de recherche qui sont peut-être plus faciles à monter dans des structures d'hospitalisation privée parce que la logistique est plus accessible. Mais par contre, ce sont vos patients qui font partie des inclusions. Et puis après, dans vos cabinets, vous aurez également la possibilité d'avoir des partenaires externes, comme l'a précisé Mme Plouche, qui vous demanderont peut-être sur des études un peu plus d'amplitude un peu plus limitée d'inclure vos patients. Donc aujourd'hui, on m'a demandé de présenter un modèle type de projet de recherche clinique au sein d'un établissement de hospitalisation privée. Donc je vais essayer de partager mon écran. Je ne suis pas hyper habitué à faire ça. Alors, il faudrait que j'arrive à retrouver. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, on voit votre présentation. C'est tout bon. Très bien, il faut que je la mette en grande si diapo. possible. Voilà, là c'est parfait.
C'est bien. Alors, attends, je libère ma petite barre. Voilà, donc une présentation, mais le docteur Couche a déjà fait pour moi. Donc, moi, je suis docteur Thierry Péchaud, je suis chirurgien urologue et je suis surtout maintenant en charge de, j'allais dire, le développement du projet de cellule de recherche clinique Nouvelle-Aquitaine dans le projet ELSAN. Et donc, c'est l'essentiel de mon activité maintenant est consacré à ça. Et donc, je vous présente un exemple. Voilà. Je vous présente un exemple de projet de recherche qui est l'un des premiers que l'on a développé avec le docteur Clouche dans notre collaboration, qui est un projet qui s'appelle l'étude micro. Alors pour vous, ça va être un peu spécialisé parce que c'est adapté, c'est une étude qui porte sur le traitement du cancer de prostate. Et moyennant quoi, c'est pour vous montrer comment fonctionne un projet de recherche clinique, ce que ça sous-entend comme organisation et aussi ce que ça sous-entend comme engageant dans le temps. Parce que le jour où on déclare une idée de projet, il faut plusieurs années avant que les résultats puissent sortir et qu'on en fasse les conclusions et qu'on puisse déboucher sur une publication scientifique, ce qui est l'objet même de la recherche publique. Alors, l'étude MIPRO, on va être un peu technique, mais je vais essayer de ne pas trop l'être. L'étude MIPRO, donc, c'est une étude prospective multicentrique qui compare les techniques de prostatectomie radicale, donc c'est la chirurgie d'exérèse de la prostate porteuse d'un cancer, qui peut être réalisée par différentes voies d'abord, qu'elle soit chirurgicale ouverte classique, qu'elle soit chirurgicale célioscopie, ou qu'elle soit réalisée par une assistance robotique. Donc, le but de cette étude va être de comparer les voies d'abord entre elles pour savoir si l'une ou l'autre, ou les deux, ou aucune, a une supériorité sur un certain nombre de critères d'évaluation des résultats de la chirurgie. Alors, c'est une étude qui est multicentrique, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs établissements impliqués pour l'inclusion du patient. Elle est prospective, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'observer ce que l'on faisait avant et d'en sortir une analyse et des résultats. On va décider le projet, le squelette du projet d'étude et on va commencer à inclure les patients de manière prospective et on les analysera jusqu'à la fin de leur trajet dans cette prise en charge. Elle est comparative, c'est-à-dire qu'on va comparer les voies d'abord entre elles, la célioscopie, la robotique et la chirurgie ouverte, et elle n'est pas randomisée. La randomisation, c'est quand on propose à un patient de tirer au sort entre une ou l'autre option de prise en charge. Là, on n'est pas randomisé, c'est-à-dire que le chirurgien qui reçoit son patient va être libre de proposer à son patient la technique et la voie d'abord qu'il préfère, et on va se limiter à une comparaison des voies d'abord et non pas à imposer à un chirurgien le choix randomisé, aléatoire, d'une ou l'autre des techniques imposées au patient. Et elle a donc trois bras, un bras qui correspond à la cellule, un bras qui correspond à la chirurgie ouverte, un bras qui correspond à la robotique. L'objectif principal, c'est de mesurer si l'une ou l'autre de ces voies d'abord donne un meilleur résultat sur un critère qui est très important pour la prostatectomie radicale du traitement du cancer de prostate chez l'homme, c'est la continence, puisque vous savez que dès qu'on parle de prostatectomie radicale, il y a deux spectres qui font vraiment réfléchir les hommes avant d'accepter. C'est le spectre de l'incontinence, et puis après, c'est le spectre de la perte de la fonction érectile, qui sont bien sûr deux critères majeurs pour la qualité de vie du patient après la chirurgie, s'il accepte. Alors en fait, on ne va pas se limiter à ce résultat sur la continence urinaire, donc on l'a évalué à 45 jours dans la précocité, c'est-à-dire que si une technique est supérieure à l'autre, c'est sûrement dans le premier mois ou en 45 jours au maximum qu'elle va faire apparaître sa supériorité, parce qu'après, l'incontinence urinaire, souvent, elle évolue naturellement, et parfois un patient peut mettre 1 an, 2 ans avant de récupérer, et souvent les chirurgies qu'on pratique maintenant, quelles que soient les voies d'abord, elles donnent une continence qui est correcte. Par contre, si vous avez un patient qui est porteur d'un cancer de prostate à 55 ans et que vous lui proposez une technique qui donne une continence immédiate à 45 jours, complète, sans protection, c'est un argument qui permettra au patient de choisir plutôt cette voie d'abord que les autres. Donc ça, c'est l'objectif principal. Les objectifs secondaires, ils sont très importants également. On va s'intéresser à toute la récupération de la fonction sexuelle, puisque je vous disais que la fonctionnalité de la prostate chez l'homme, c'est l'influence sur la continence urinaire et également sur la fonction sexuelle. On va également s'intéresser évidemment au risque de complications chirurgicales. Est-ce qu'une voie d'abord a plus de chances
de donner une complication qui pourrait amener des séquelles ou alors une récupération beaucoup plus lente, ou bien est-ce qu'elles sont égales? Et puis, on va bien sûr étudier le résultat oncologique, c'est-à-dire que 5 ans après, ce qui est le critère d'évaluation des chirurgies du cancer, 5 ans après, est-ce qu'on a une différence de résultat sur le contrôle du cancer de prostate selon la voie de bord. Donc, ça va être complètement couvert par l'étude. Donc, c'est pour ça que je vous expliquerai après que c'est une étude qui va porter sur plusieurs années. Et vous voyez qu'au milieu, la troisième ligne, on va s'intéresser à l'évaluation médico-économique, c'est-à-dire que non pas à propos du prix que coûte l'intervention pour l'établissement qu'ils choisissent, en fonction de l'ouverture de la chirurgie ouverte, en fonction de la cystoscopie avec un matériel assez simple, ou en fonction du robot qui, bien sûr, est un matériel plus coûteux. On va surtout s'intéresser au parcours de santé du patient dans l'année qui va démarrer le jour où il est opéré jusqu'à la fin du 12e mois. Est-ce que le parcours du patient est plus onéreux selon la voie d'abord, ou est-ce qu'au contraire, on retrouve un coût équivalent, ce qui serait très important après pour savoir si on a logiquement besoin d'investir dans un robot ou pas. Alors après que les objectifs sont définis, eh bien, on a des critères. Alors je ne reviens pas là-dessus, parce qu'il y a autant de critères qui sont adaptés au nombre des objectifs. Évidemment, pour la continence, c'est assez simple, parce qu'il y a un seul questionnaire que le patient remplit, qui est un questionnaire qui s'appelle l'EPIC 50, je veux dire, pardon. Et puis pour l'érection, on a un deuxième questionnaire qui s'appelle l'UF 5. Voilà, donc ça, c'est 2 questionnaires qu'on proposera aux patients. Et puis après, pour le reste, c'est l'étude médico-clinique, et puis c'est le dosage du PSA qui permettra de surveiller l'évolution du cancer, de savoir si au bout de 5 ans, si on est meilleur avec l'une ou l'autre des voies d'abord. Alors voilà comment on présente une étude un squelette d'étude de recherche. Le squelette, il présente les bras. Donc, vous voyez, c'est une très grosse étude, puisqu'on a prévu 1000 patients à inclure dans le bras robot. C'est vraiment une très grosse inclusion. Et on a prévu 500 patients dans le bras robot, 500 patients dans le bras chirurgical. Et on a donc un certain nombre de centres qui sont impactés, enfin qui s'investissent dans cette étude. Donc le docteur Clouche a précisé qu'on avait 140 établissements. Il faut savoir que sur 1200 urologues en France, 300 exercent déjà dans les établissements Elsan, donc on a une très grosse population d'urologues. Et donc, on a à peu près investi 30 ou 35 centres d'inclusion des patients. On verra avec les résultats. À ce jour, l'étude est pratiquement bouclée. Donc, je vous expliquerai comment. Quand vous allez avoir un patient à qui on va proposer une étude de recherche clinique, il faut savoir ce que cette étude va avoir comme conséquence pour le patient et comme modification éventuelle de la pratique habituelle juste parce qu'on a un projet de recherche clinique. Or là, pour ce sujet, il n'y a pas de doute. C'est une étude qui est ce qu'on appelle purement observationnelle, c'est-à-dire que le chirurgien va recevoir son patient après avoir eu une réunion ACP sur la décision thérapeutique optimale à proposer au patient, après lui avoir proposé le choix de la prostatectomie radicale si c'est celui qui avait été proposé par ACP. Et si le patient accepte, à ce moment-là, le chirurgien lui proposera de rentrer dans l'étude in vitro, qui est une étude purement observationnelle. Donc, la prise en charge médico-chirurgicale ne change en rien selon que le patient rentre ou ne rentre pas dans l'étude in vitro. Et c'est important parce que finalement, quand vous présentez le projet de recherche clinique à votre patient comme ça, finalement, il n'y a plus que le consentement assigné, qui est une obligation médico-légale pour que le patient puisse rentrer dans le protocole d'étude. Mais quand l'information a été bien donnée, que le médecin a pris le temps d'expliquer le bien fondé de la recherche clinique et l'absence de conséquences pour le patient, pratiquement, on n'a eu aucun refus de signature du consentement par les patients. La seule charge, évidemment, c'est une charge, c'est qu'on demande aux patients de remplir les questionnaires dont je vous ai parlé pour l'incontinence et l'érection. Et comme le suivi va durer plusieurs années, c'est vrai qu'au moins une fois par an, le patient sera amené à remplir le questionnaire. Mais là, il est accompagné par les attachés de recherche clinique que l'on a dans nos équipes. Et donc, en général, la charge de remplissage est assez bien acceptée et tolérée par les patients. Donc, la recherche clinique qu'on propose à vos patients, dans le cadre de notre politique de projet de recherche clinique de promotion interne, on ne fait prendre aucun risque au patient dans le genre expérimentation sur le patient. Il faut vraiment être clair là-dessus. C'est la recherche clinique, de point, évaluation des pratiques, de point, comment faire innover par le biais des résultats qu'on peut avoir à l'issue du protocole de recherche.
Alors, les césariennes d'inclusion, je ne vais pas trop loin là-dedans parce que c'est vraiment très technique et très spécifique au cancer de la prostate. En fait, il y en a très peu de critères d'inclusion parce que, comme je vous disais, dès que le chirurgien a proposé à son patient d'opérer parce que la RCP avait objectivé la prostatectomie radicale comme l'un ou l'une des options thérapeutiques préférentielles, ben finalement, tous les patients à qui le chirurgien propose, ils peuvent être inclus. Et après, on a une réglementation médico-légale qui nous interdit de présenter la recherche clinique ou de faire signer une convention, un consentement, si jamais le patient ne comprend pas, s'il n'est pas accompagné, s'il n'a pas de tutelle, s'il n'a pas de régime de sécurité sociale, parce qu'évidemment, on est dans le cadre légal de la pratique des soins en France. Alors, qu'est-ce que veut dire un programme de recherche clinique aussi important que celui-là pour le patient? Ben, ce n'est pas très contraignant. La visite 1, c'est ce qu'on appelle la fin de la prise en charge du patient jusqu'à la décision du traitement. C'est là où le patient, son patient, il dit voilà, on vous propose de vous opérer, est-ce que vous êtes d'accord? Et à ce moment-là, vous signez le consentement. C'est la visite 1. La visite 2, c'est le jour de l'opération. Donc là, évidemment, le patient est là et le chirurgien est là. La visite 3, c'est le premier contrôle de la consultation post-opératoire, mais c'est habituel pour tous les chirurgiens qui opèrent. Ils voient leur patient 30 jours ou 45 jours après. Et c'est là, à ce jour, 45 jours, qu'on évalue l'objectif principal de la continence. Et puis après, on va doubler. Donc la première année, il va y avoir 90, 180, 360. Donc on a 4 contrôles de consultation par an. Les 3 suivantes peuvent être d'ailleurs en téléconsultation. La première, elle est présentielle parce qu'il faut que le chirurgien puisse examiner son patient physiquement. Et puis après, vous voyez, la dernière colonne, c'est le suivi oncologique. Donc là, on est obligé de voir les patients une fois par an, pendant 5 ans. C'est la règle de la surveillance d'une chirurgie du cancer. Et là encore, le patient est vu avec un PSA, mais il peut être vu en téléconsultation, puisque du coup, on n'a plus d'obligation de l'examen clinique, puisqu'on est sorti de la phase de risque des séquelles chirurgicales. Alors maintenant, pour comprendre pourquoi c'est une grosse organisation, c'est pour vous montrer ce petit calendrier. Donc, on a fait la réunion de mise en place, c'est-à-dire la mise en place, c'est le moment où on peut commencer à permettre les inclusions d'un patient dans un centre. On l'a fait en février 2021, on a commencé par notre établissement, la clinique Saint-Augustin à Bordeaux, et ça faisait déjà 1 an et demi qu'on travaillait sur le sujet. Ça veut dire que le temps qu'on fasse la genèse du projet, qu'on fasse le réglementaire, qu'il soit présenté au CPP, que la base avec les data managers dont vous a parlé le docteur Clouche soit prête et qu'on ait formé les équipes parce que les patients puissent être inclus, il faut au moins 1 an et demi. Donc on a commencé en février 2021, on a fait en mars 2021, pardon, et on a actuellement 1191 patients inclus et les patients opérés déjà 1173. Vous voyez, c'est une grosse série, donc les inclusions ont très bien fonctionné. Comment on fait du multicentrique? Ben, vous voyez, on a fait ce dessin qui ressemble un peu à la répartition des voies ferrées du début du siècle qui desservaient les villes. Donc nous, on est parti de Bordeaux puisque c'est le centre promoteur. Et vous voyez que tous les centres qui correspondent à peu près à la carte géographique que vous a présentée le docteur Clouche sur notre répartition par le maillage territorial, pratiquement tous nos centres qui avaient des robots ont été inclus et beaucoup de centres qui font de la cellule et la chirurgie ouvertes aussi. Donc ça crée des liens de collaboration, d'échange au sein de la communauté urologique qui nous a été très profitable, très utile pour comprendre les difficultés de certaines équipes dans certains centres. Et donc là aussi, la recherche clinique, en plus de l'apport qu'elle donne à la qualité de la pratique par l'évaluation, elle permet de créer des liens de solidarisation des médecins. Ça, c'est une très jolie courbe. Alors, je dis qu'elle est très jolie parce que c'est la nôtre, mais elle est jolie quand même, je veux dire. Les courbes, il y a une courbe bleue qui est la courbe, elle est linéaire, et c'est la courbe théorique de la perfection qu'on pourrait avoir dans les inclusions. Et puis après, derrière, la courbe jaune qui correspond aux patients qui sont inclus, et derrière, une autre courbe qu'on voit moins qui correspond aux patients opérés. Et donc là, théoriquement, à ce jour, on est pratiquement dans l'idéal des inclusions. Il nous reste encore, vous allez voir, pour la chirurgie ouverte, il nous reste encore 79 patients à inclure. Et pour la chirurgie conventionnelle, de cystoscopie conventionnelle, il nous reste 93 patients à inclure sur les 170 qu'on avait demandé. Et vous voyez, là, on avait 1000 patients pour le robot et on a 1000 patients qui sont inclus. Pourquoi on en a que 170 alors qu'on avait évoqué 500 patients au début de l'exposé? C'est parce qu'en fait, on fait des évaluations préliminaires et on s'est rendu compte, grâce à l'expérience du bras robotique, qu'on n'avait pas besoin
de pousser les inclusions à 500 patients pour les groupes chirurgie et cystoscopie. Et évidemment, si on n'a pas besoin d'inclusion, on n'impose pas aux patients d'être inclus, donc on s'arrête à 170. Et en statistique, on aura les échantillons suffisants pour espérer nos résultats. Alors, le calendrier de la fin d'études, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va finir les inclusions en avril 2024, donc je vous rappelle, on a commencé en 2021. On va avoir les résultats de l'objectif principal 45 jours après la fin des inclusions, donc on sera en juin 2024, et là, on pourra publier déjà sur le résultat de l'objectif principal. Ensuite, l'étude médico-économique, je vous ai dit qu'elle portait sur 1 an du parcours du patient. Donc, on prend le dernier patient inclus en avril 2024, ça veut dire qu'en juin 2025, on aura le résultat de l'étude médico-économique et on pourra publier. Par contre, on sera obligé d'attendre juin 2030 pour faire la publication sur la sécurité oncologique de l'une ou l'autre des voies d'abord. Mais ça, c'est l'oncologie, la cancéro. On ne peut pas faire de résultats partiels parce qu'avant 5 ans, on ne peut pas se positionner sur le fait qu'un cancer ait des chances d'être guéri, et encore 5 ans, on ne peut pas le dire, qu'il ait de bonnes chances d'être en rémission complète définitive. Ça, c'est à 5 ans, si on n'a pas d'évolution du PSA, on sera en mesure de probablement prévenir le patient qui est en bonne situation évolutive. Et par contre, si on a une récidive, souvent elle survient dans les 5 ans. C'est pour ça qu'on ne pourra pas donner de résultats avant 2030. Donc, vous voyez, il faut y croire à la recherche clinique. On a commencé en 2021 et on aura les résultats définitifs en 2030. Mais ce sont les règles de la recherche, surtout en cancérologie. Alors, pour conclure, je vais vous dire qu'il faut être passionné par la recherche clinique, parce que si vous êtes jeune médecin, on ne peut pas considérer qu'il y ait une activité médicale sans recherche. Pourquoi? Parce que la recherche, c'est l'unique moyen d'évaluer les pratiques. Et si on n'évalue pas les pratiques, on ne peut pas améliorer la démarche de soins apportés aux patients. Donc, c'est un espèce de trépied qui fait que, quel que soit votre type d'installation, votre type d'exercice en cabinet de médecine libérale ou en équipe de spécialistes en hospitalisation privée, vous ne pourrez pas échapper à la participation au protocole de recherche clinique en incluant vos patients, parce que d'ailleurs, ça fera partie également des éléments qui permettront l'accréditation du médecin qui doit être renouvelé tous les 10 ans. Et donc maintenant, les tutelles disent qu'un médecin doit être référencé par une petite participation et une petite référence en recherche clinique. Et cette référence, souvent, elle arrive par la dernière ligne de mon tableau, qui est la publication scientifique. Évidemment, c'est le Graal. C'est-à-dire que si notre projet de recherche clinique débouche sur un résultat, qui soit bon ou mauvais d'ailleurs, parce qu'on peut se tromper, on peut avoir fait une hypothèse qui n'est pas confirmée, mais au moins, c'est rapporté par un article scientifique dans des revues dont le docteur Clou vous a dit qu'il faut des revues de bon impact facteur, donc de bonnes référencements SIGAPS. Et à ce moment-là, votre activité médicale, elle est gratifiée et elle est améliorée en permanence par le fait que vous vous évaluez et que vous pouvez décider de modifier un petit peu vos pratiques en fonction des résultats de l'évaluation. Et surtout, elle vous donne visibilité scientifique. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu long, je ne sais pas meilleur. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Et encore une fois, mais moi, je suis vraiment enchanté. Je remercie le Dr Clou, d'ailleurs, de m'avoir proposé cette communication, parce que nous, c'est vraiment la génération de jeunes médecins qui va s'installer, que l'on doit convaincre du bienfait et puis du caractère pertinent et quasiment obligatoire de participer à la recherche clinique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour votre présentation très intéressante. On va passer du coup au docteur Griffiths. En fait, je pense qu'elle est après. Ah, c'est celle-ci. Hein. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Oui, déjà intéressant par l'équipe ELSA. Moi, je suis docteur Caroline Griffiths, médecin généraliste d'abord. Je suis installée à Montpellier et je suis chef de clinique de médecine générale au département universitaire de médecine générale. Juste pour que je mieux comprendre qui est dans la salle, est-ce que vous pouvez me dire, levez la main si vous êtes généraliste déjà, si vous êtes dans une spécialité? Super, ok. Et sinon les autres spécialités? Interne en médecine générale, vous êtes généraliste, oui, super. Et vous là-bas? Pédiatrie, super. Généraliste aussi, ok, super, ça m'aide à parler. Du coup, je
je t'ai invité ici. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la recherche en soins primaires, pourquoi on en a besoin et comment on pratique faire cette activité en lien avec notre activité libérale. Mais ils m'ont demandé aussi de présenter un peu mon parcours au début. J'ai un accent, donc je suis anglaise. Je suis venue en France il y a 9 ans. Maintenant, je suis une chef de clinique de médecine générale. Ça veut dire que j'ai 2 journées au cabinet en activité libérale et j'ai 2 journées à la faculté de médecine, ou notre département, où je co-dirige notre unité transversale de recherche. Nous sommes une petite équipe pour essayer de promouvoir la recherche en soins primaires. Donc, comme professeur Pichot a bien dit, la recherche est complémentaire à notre par-soin, quoi que soit l'activité. Donc, je vais vous montrer comment faire pour les généralistes et pour la pédiatrie. Je suis médecin généraliste. Selon la définition européenne proposée par Wonka, la médecine générale, médecin de famille, est une discipline scientifique et universitaire avec son contenu spécifique de formation, de recherche de pratique clinique et ses propres fondements scientifiques. Du coup, la recherche est déjà dans la définition de notre discipline. Nous pourrons parler de la recherche en médecine générale, mais on devrait aussi parler de la recherche en soins primaires. On décrit une évolution en France dans les soins primaires avec des équipes pluriprofessionnelles. Vous connaissez les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS. Donc, ce n'est pas juste les soins, mais aussi les dimensions politiques et populationnelles spécifiques à notre spécialité, qui n'est pas pareil pour les contextes hospitaliers. Il intègre également une autre dimension, celui de fonctionnement et de la coordination entre les différents acteurs. En anglais, on parle aussi de Health Service Research, dont les questions de recherche visent à évaluer le fonctionnement des équipes au regard des critères d'efficacité sur l'état de santé des individus, mais également au vu de critères d'accessibilité, d'équité et d'efficience économique. Ça montre l'importance des collaborations avec d'autres chercheurs dans d'autres disciplines, si c'est la santé publique, économie, sciences humaines et sociales. Nous sommes au DMG aussi affiliés au laboratoire de recherche de santé publique IDESP à Montpellier. Vous connaissez, c'est le carré de White publié en les années 61 dans le New England Journal of Medicine. C'était revisité par Green en 2001. Ils en avaient estimé pour les États-Unis et les Grande-Bretagne que dans une population de 1000 habitants, 800 signalaient des symptômes, 113 patients ont consulté un médecin généraliste et une seule hospitalisée en centre hospitalier universitaire. Ça montre qu'en France, la centralisation de la recherche au CHU pose problème, car elle inclut une minorité de notre population des patients et on ignore des problèmes de santé les plus fréquents dans la population. Il existe un vaste domaine de soins offerts à la population qui ne bénéficie pas ou peu d'investigations scientifiques rigoureuses, alors que celle-ci est considérée comme nécessaire, incontestable en médecine hospitalière. C'est important de comprendre le contexte international. Je parle d'Angleterre comme je suis anglaise. Nous allons vers une universitarisation des soins primaires, où on parle de academic primary care. Au Royaume-Uni, c'est une petite discipline académique. Le premier professeur était en 1963 et 2005 en France. Mais ils ont aussi ce parcours pendant l'internat, ça s'appelle un clinical fellow, où ils prennent le temps de combiner le volet soins avec le volet académique. Ils utilisent le temps de développer les projets de recherche, publier et développer une application pour une PhD ou autre. Donc, nous développons ça en France. Donc, c'est pour vous qui sont des internes de médecine générale ici. N'hésitez pas, si vous êtes intéressés, on peut vous aider à développer votre parcours recherche à vous. OK? Je parle maintenant l'équipe Elsan, ils ont déjà touché sur les entrepôts de données de santé, qui est un sujet de recherche qui m'intéresse beaucoup. L'utilisation des données cliniques de routine pour créer qu'est-ce qu'on appelle en français les entrepôts de données de santé en médecine générale. C'est standard depuis 35 ans ailleurs. Le premier base de données en Angleterre était le CPRD, Clinical Practice Research Data Link, qui inclut 60 millions de patients depuis les années 80. C'est énorme. Qui ont donné fruit à plus de 3000 publications.
En arrivant en France il y a 9 ans, je voulais travailler sur ces données parce qu'il y a plein de choses à voir. Mais il y a 9 ans, j'ai demandé où sont ces données de soins primaires. Juste pour vous montrer l'utilité, l'exemple des types des études ou des cohortes ou des publications qui peuvent sortir de ces données. Une étude au BMJ, ils ont montré en 2016 que le output des publications augmente de 18% par an. Avec les sujets comme, vous voyez les mots là, tabagisme, diabète, maladies cardiovasculaires, santé mentale, les ANS, insuline, bref, c'est notre quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'en France, il y a un entrepôt de données de routine en médecine générale, c'est en cours de développement, qui s'appelle le P4DP, Platform for Data and Primary Care. Le budget total du projet s'élève à 14 millions d'euros, avec comme objectif d'améliorer les pratiques et la recherche en médecine générale. Donc, Montpellier sommes dans les premières vagues de mise en place. Je suis le médecin référent pour la région. Et je recrute des médecins généralistes en ce moment. Donc, si dans votre cabinet, vous êtes intéressé à participer, n'hésitez pas de me faire signe. Le rôle de médecin est très simple. Il faut avoir son accord pour la collecte des données anonymisées et sécurisées. Mais rien d'autre à faire pour le médecin. On demande surtout pas d'autres tombes cliniques et pas de codage pour les médecins. Les données sont traitées dans une grande base de données régionale et nationale. L'accès à ces bases de données sont sécurisés. Il y aura un retour sur ces données pour le médecin généraliste, par exemple un tableau de bord avec identification des problématiques ou préoccupations de santé de vos patients. Un avantage sera l'amélioration de la qualité des soins et nous pourrons plus facilement identifier les patients à inclure dans une étude clinique. Les données pourront aussi guider les politiques de santé publique avec des retombées pratiques sur le protocole de vos cabinets, de vos MSP, de vos CPTS. Je travaille avec chaque MSP et chaque équipe différemment pour que ça soit utile pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas d'en parler à vos collègues. Je présente notre étude qui est faite par ma collègue, Dr. Chloé Sikerji, comme un autre exemple de pratique d'une étude clinique en soins primaires. Donc, je ne parle pas simplement de le recrutement en soins primaires, mais vraiment des sujets qui sont à cœur de notre métier. Donc là, je parle de INR-CAP, qui est le diapo ne montre pas très bien pour lire, mais c'est l'évaluation d'une stratégie de surveillance hebdomadaire de l'INR par ponction capillaire versus la surveillance mensuelle par INR veineux chez des patients âgés en EHPAD. Donc, c'est un essai multicentrique randomisé en cluster. Donc, il compare l'utilisation d'un INR capillaire. L'objectif, c'est de comparer le temps entre le INRC hebdomadaire et un INR mensuel. La méthode, c'est dans les EHPAD, randomisé en cluster. Et du coup, c'est une étude en ambulatoire. Actuellement, nous avons recruté 32 EHPAD au Languedoc-Roussillon. Et c'était financé par une PHRC nationale. Les dispositifs de surveillance de l'INR de ponction capillaire sont fiables et utilisés en pratique courante dans d'autres pays européens. En France, ils sont remboursés que pour les enfants et les porteurs de valves. Donc, la surveillance de l'INR chez les patients très âgés pose à la fois des problèmes de capillaire veineux, mais également des problèmes d'organisation dans les EHPAD. Voilà. L'objectif principal de l'étude est du coup d'évaluer la surveillance toutes les semaines de l'INR par ponction capillaire et de le comparer avec la surveillance habituelle de l'INR par ponction veineuse. Il y a du coup 2 groupes d'EHPAD, ceux qui ont mis en place cette surveillance, ponction capillaire et toutes les semaines, et ceux qui ont surveillé de manière habituelle, qu'on sait qui est problématique avec des délais, contact avec le laboratoire, parler avec le médecin qui n'est pas là, etc. Voilà. Et on compare l'équilibre des avocats aussi dans les 2 groupes. Au cours de la surveillance, il peut y avoir parfois des INR capillaires en dehors de la cible thérapeutique, qui est entre 2 et 3.
Si l'INR est inférieur à 2 ou supérieur à 3, lorsque vous entrez sa valeur dans le logiciel REDCap, qui est un questionnaire qu'ils utilisent pour cette étude et pour d'autres, celle-ci vous indiquerait automatiquement la nouvelle dose d'AVK à donner et la prochaine date de contrôle de INR capillaire. Du coup, c'est vraiment un retour rapide pour les soignants en EHPAD. Ça, une petite carte pour montrer notre recrutement déjà en Languedoc-Roussillon. Et du coup, si vous êtes intéressé, si vous êtes médecin co de l'EHPAD, si avec vos autres collègues au Prat vous travaillez en EHPAD, n'hésitez pas de parler de cette étude et aussi de nous contacter. Le mail de mon collègue Chloé Sikeji est tout en bas. Donc, et un troisième exemple que je vous montre, c'est une étude observationnelle sur l'antibiothérapie différée, l'exemple de l'otite moyenne aiguë. Encore une fois, c'est un sujet de notre quotidienne en ambulatoire, en libéral. Surtout en ce moment, l'épidémie commence. Je parle de l'étude et demain. C'est une étude non interventionnelle, donc vous ne changez pas votre pratique, on ne demande pas au médecin de changer les pratiques. C'est un questionnaire à remplir par le médecin de 3 minutes, tous les jours, pendant 14 jours par le patient. Il y aura 30 € par inclusion de otite moyenne aiguë cet hiver par patient, par médecin. 30 € par patient inclus. Je parle de l'argent. Pourquoi? Parce que les médecins généralistes sont libéraux. Donc, pour les études qui ne versent pas l'argent aux médecins, on leur demande de travailler gratuitement. Donc là, il faut toujours valoriser le rôle et le travail de médecins généralistes en France, en libéral. L'objectif principal n'a pas bien sorti. Je suis désolée, c'était un changement de diapo quand je vous ai donné. Mais l'objectif principal est d'étudier les facteurs associés, donc plusieurs facteurs, soit médecin, patient, gravité de la maladie, au choix de l'antibiothérapie. Si vous décidez de prescrire un antibiotique ou non, et si ce choix de prescription est immédiat ou différé, dont l'otite moyenne aiguë chez les adultes et les enfants de plus de 6 mois, vu en médecine générale. Des partenaires, c'est une étude nationale, donc on marque les partenaires de UVSQ à Paris, l'ANSERM et CNGE. CNGE, c'est notre Collège national général des enseignants. Le contexte pour cette étude, il y a des prescriptions d'antibiotiques à réduire, prescription différée peu étudiée, c'est une pratique au courant dans notre pays, surtout en Angleterre, ou peut-être un vendredi soir, en voir une maman avec des enfants, ils ont commencé une otite, on dit quand même ils ont fébrile que 24 heures, mais je vois l'évolution. À quel moment je peux donner une ordonnance pour qu'ils puissent l'utiliser pendant le week-end? Nous déjà ciblons cette thérapie dans nos têtes peu officiellement, dans nos pratiques, on va dire ok, je connais la maman, je connais les enfants, je sais qu'elle ne va pas mal user cette prescription. Mais voilà, c'est très peu étudié dans la littérature, surtout la notion de à qui on peut se prescrire, quel type de population on peut y donner. La pathologie de choix, pourquoi les études? Écoute, c'est fréquent, c'est bien étudié, on le voit souvent, et avec les indications bien précises. Donc l'analyse, je vous ai donné l'objectif principal, donc c'est vraiment d'étudier les facteurs associés, mais on va aussi avoir une partie d'analyse descriptive sur l'antibiothérapie différée. Les critères d'inclusion, je ne vais pas les citer ici, mais c'est les âges supérieurs à 6 mois, avec des symptômes classiques de otite, baulement, otalgie, fièvre, érythème tympanique, et des critères de non-inclusion. On n'est pas dans le cadre de permanence de soins. Ici, c'est des signes compliqués ou d'autres pathologies. Voilà. Nous sommes une étude nationale, donc nous sommes fiers de ça parce que c'est pas facile. Encore une fois, la plupart sont des médecins libéraux. Actuellement, nous avons atteint notre 330 médecins généralistes, mais nous continuons d'augmenter ce nombre parce qu'on voit que les difficultés pour les médecins généralistes à recruter, et nous ciblons une cohorte de 2800 patients. Le déroulé côté médecin, ça prend très peu de temps
pendant la consultation 3 minutes de compléter le questionnaire sur les caractéristiques du patient. Et après, les données sont recueillies par les patients. Ils reçoivent un email sur le téléphone tous les matins en demandant les symptomatologies, fièvre, otalgie, qu'est-ce qu'ils ont pris comme médicament. Et du coup, vraiment, on essaie encore une fois de faciliter la vie pour le médecin généraliste. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un QR code. N'hésitez pas de le cliquer dessus ou montrer à vos prêtres. Nous cherchons toujours des autres médecins investigateurs. Après, si vous avez d'autres questions, je vous laisse mon mail aussi. Merci. Je parle d'appel à projet parce que ça fait que depuis 2021, on a un appel à projet spécifique pour les soins primaires, qui semble un peu fou. C'est vraiment juste récent. Ça montre encore une fois les difficultés que nous avons de vraiment cibler les sujets qui sont importants dans les soins primaires. La plupart d'entre vous sont médecins généralistes ou pédiatrie, je ne sais pas si vous pratiquez en libéral. Mais n'hésitez pas aussi de nous contacter, vous déposez des projets avec notre aide, et NMSP peut déposer un appel à projet pour vraiment développer, valoriser nos soins. Donc là, c'est le respire. Donc pourquoi je travaille sur la recherche en soins primaires? Pourquoi on est aussi motivé et passionné pour ça? Nous avons évoqué les avantages de la recherche en soins primaires. On sait que c'est important, les retombées pratiques, les avancées avec Primary Care, Data, Informatics, les entrepôts de données. Mais il y a d'autres avantages. C'est essentiel pour guider la planification, organisation des soins dans les territoires. C'est stimuler les médecins, les étudiants avec un rôle varié, interaction avec les collègues multidisciplinaires. Et dernièrement, et peut-être pour moi le plus important, c'est la recherche en soins primaires nous donne une voie pour notre crédibilité, pour notre avenir comme médecin généraliste. Sans recherche dans notre domaine, nous avançons aveugles et nous n'avons aucune voie pour guider nos conditions de travail. Une éditoriale dans le British Journal of General Practice parle de cette crédibilité comme notre premier challenge pour les soins primaires académiques. Et je pense que ça applique encore plus à notre contexte français avec le développement de notre spécialité bien plus jeune. Les journées comme aujourd'hui sont le début. Donc, merci aux organisateurs et surtout à vous d'être présents, les jeunes médecins de l'Occitanie. Je vous invite à venir ou d'autres congrès. Il y a des congrès nationaux pour le Collège national de généralistes enseignants à Lyon, en novembre-décembre. Maintenant, c'est vraiment un super grand congrès, à la fois sur la pratique, sur le soin, mais aussi dans la recherche, dans la pédagogie. Je vous invite aussi à regarder notre journal de discipline français qui est l'Exercer, qui est orienté encore une fois dans notre pratique. Je commence à faire des podcasts en lien avec le journal qui sont liés à vraiment notre pratique aussi. Donc, ils sont vraiment intéressés par notre quotidienne. Et la recherche commence avec vous, avec vos travaux de thèse. Donc, si vous êtes intéressé par un parcours universitaire ou non, venez nous voir pour un Master 2 ou autre. Et si ce parcours vous intéresse pas, mais vous êtes vraiment encore motivé dans le libéral, restez en contact avec nous pour les études comme le PKDP, qui demande peu au niveau quotidien. Ou si ça vous intéresse de participer à recruter des études cliniques, vous pourrez vraiment faire la recherche à la carte pour vous en fonction de votre temps, votre disponibilité en cabinet. Donc, merci pour votre écoute et merci pour votre attention. Je reste à disposition pour les questions et surtout, bon week-end. Merci beaucoup pour cette présentation et merci à nos 3 orateurs. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, il y a toujours une petite timidité au départ. C'est pas grave. Ah si, pardon. Ah, parfait. Attendez. La date limite de recrutement pour ADOPA?
C'est maintenant cet hiver. On recrute, le fin de recrutement sera après cette prochaine épidémie. Donc, il n'y a pas de date limite, mais on finit l'étude fin de l'hiver l'année prochaine. Donc c'est rapidement. C'est rapidement, c'est maintenant. C'est pour ça que je mets le QR code. Allez-y. J'ai une deuxième question. Bien sûr. En se basant sur la possibilité de codage sur des systèmes d'information Ouais. des professionnels, est-ce qu'il y a il y a des études qui pourraient mettre à profit justement ces données codées? Ouais. Parce que là, en l'occurrence, là, c'était présenté comme Ouais. on évitait le problème du codage. Ouais. Mais aujourd'hui, on a quand même des solutions pour coder facilement Ouais, sur les systèmes d'information partagés. Donc Est-ce nous que vous avez travaillons. des exemples? Oui, bon, exactement, votre remarque est tout à fait pertinente. Ça fait peur à beaucoup de médecins généralistes de coder. Ça dépend le logiciel. Le choix d'éditeur change beaucoup la facilité de codage. Et donc, nous travaillons avec plusieurs éditeurs par rapport à ce projet PKDP et en parlant avec vous, le médecin généraliste, pour mieux faciliter ce codage. Oui, vous avez raison. C'est la meilleure façon à sortir le motif, le diagnostic, plus simplement que des textes libres. Donc, c'est absolument essentiel si c'est vers la CIM10 ou plus lié à notre spécialité, le CSP. C'est tout à fait pertinent et essentiel. Je dis que c'est pas nécessaire le codage ici pour pas faire peur pour recruter, mais pour le bon nettoyage de données, c'est encouragé. Donc, si vous êtes intéressé à PKDP. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Alors moi, j'en ai avoir une pour chacun, comme ça, pas de jaloux. Pour le docteur Clouche, vous avez parlé un peu donc, des spécialités qui faisaient plus de recherche par rapport à d'autres. Mais du coup, est-ce qu'il y a des domaines vraiment de recherche plus spécifiques là, on voyait la robotique. Ou est-ce qu'il y a vraiment des domaines plus spécialisés encore? Ou est-ce que finalement, c'est vraiment tout sujet confondu, tant qu'il est un tant soit peu intéressant que vous soutenez? En fait, on a vraiment deux types d'axes de recherche. Donc, il y a d'un côté un axe de recherche où finalement c'est ouvert. C'est-à-dire que l'ensemble des praticiens, l'idée c'est de vraiment répondre aux attentes des praticiens et des soignants qui souhaitent répondre à une question. Ils se posent une question et ils souhaiteraient mettre en place la méthodologie nécessaire pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc là, c'est vrai que c'est volontaire, c'est très large. Donc il faut juste que la question soit pertinente, utile pour les patients et qu'elle soit originale. Et c'est ce que va évaluer le conseil d'orientation scientifique qui est composé de chercheurs ELSAN, en dehors d'ELSAN, des soignants et puis des représentants des usagers. Et ensuite, on va avoir certains axes où on va être plus directif, c'est lorsque c'est le groupement de coopération sanitaire qui le prend en charge, c'est-à-dire les études portées par l'ensemble des établissements. Et là, nous sommes beaucoup sur la cancéro, mais pas que, puisque nos projets donc, portent, comme vous avez vu, donc, avec le projet du docteur Piéchaud, certes sur la cancéro. En même temps aussi, c'est sur la robotique, l'intérêt de la robotique. Et puis ensuite, nous avons des études en cardiologie interventionnelle, puisqu'on a de gros centres chez Elsan là-dessus. L'ophtalmo également. Donc c'est sur des spécialités particulières où nous avons aussi des capacités de recrutement, puisqu'il est important quand on ouvre une étude de savoir si on va pouvoir recruter ou pas. Donc le docteur Piéchaud, peut-être vous avez aussi un complément peut-être de réponse sur le sujet? Oui, non, je vais répondre à votre question au niveau de notre cellule régionale. C'est extrêmement varié, le champ des projets qu'on nous propose. Alors, ce qu'on appelle la promotion interne, c'est vraiment les médecins de leur pratique qui ont identifié un sujet ou une évaluation de leur pratique dans un domaine quelconque qui peut justifier un projet pour valider si c'est bien ou pas bien, en fonction, bien sûr, de ce qui a déjà été écrit dans la littérature et qui existe déjà dans les études déjà réalisées pour pas qu'on fasse de la redondance. Mais on peut aller, par exemple, pour les médecins généralistes, de la prise en charge en HAD d'une pyoglite à S chez le très jeune enfant. On peut aller sur
l'accompagnement de la pathologie coronarienne dans ses suites de prise en charge, accompagné d'une technique de méditation en pleine conscience. On peut aller sur de la comparaison d'une voie d'abord vasculaire, endovasculaire ou chirurgicale ouverte pour une thrombose carotidienne. Et j'en ai d'autres on peut utiliser, par exemple, une comparaison des voies d'abord pour la chirurgie d'hystérectomie chez les jeunes femmes en pathologie bénigne, pour qu'elles puissent être traitées en ambulatoire. Enfin, voilà, on couvre tout ce qui est la pratique habituelle des équipes médicales et chirurgicales dans l'établissement, avec des équipes qui se posent la question sur comment valider leurs idées de l'évolution ou de l'innovation, et que nous, on fait rentrer dans un cadre, j'allais dire, sécurisant pour le patient et pour les équipes médicales, réglementaire, parce que c'est une discipline qui est complètement réglementée et qu'on doit respecter sur le plan médico-légal. Et nous, on est là pour leur permettre de partir de leur idée et d'aboutir à un projet construit qui permet, après la période d'inclusion, de donner des résultats. Donc, il y a à ce moment, c'est toute la pratique. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses très complètes où du coup, on part vraiment de quelque chose de très clinique et on va dire technico-pratique pour en faire du coup un projet de recherche donc très large. Parfait. Et du coup, je peux enchaîner avec vous, docteur Piéchaud, pour ma deuxième question. Sociale. Oui. Parce que moi, je vois ça pour ce que vous racontez, plutôt pour la recherche future, mais vous avez exposé des délais de recherche qui sont dans tous les domaines. Mais du coup, comment intégrer, par exemple, des internes qui font leur thèse dans ces projets-là? Est-ce que ça vous arrive Parce que je sais qu'il y a... Alors, en fait, on a deux façons d'aborder votre question. L'interne fait sa thèse. Théoriquement, la thèse doit faire l'objet d'une publication scientifique pour que l'interne ait le desk, enfin la spécialisation. Donc déjà, l'interne peut déjà avoir fait sa recherche à partir de la thèse et donc déboucher sur une publication. Après, si par contre le travail de la thèse justifie un complément de projet de recherche, une extension des objectifs, et donc partant de l'idée qui a fait l'objet de la thèse, on part sur un véritable projet de recherche, ou bien le jeune interne reste dans le secteur hospitalier et il peut nous contacter pour que lui soit promoteur et nous, on soit un centre d'investigation externe. Mais le plus souvent, ce qui nous arrive, c'est que l'interne, à la fin de sa période d'assistanat, docteur junior, assistanat, il passe dans le secteur libéral, il reste avec l'idée de ces sujets et l'envie qu'il a de faire de la recherche clinique, et à ce moment-là, on le reçoit, et c'est un des arguments qui a été mis en avant par le docteur Pouche, c'est vraiment la structuration de la recherche clinique dans les groupes d'hospitalisation privée, c'est un facteur attractif pour les jeunes médecins, parce que quittant cette fameuse période post-thésarde, beaucoup ont maintenant envie de continuer dans leur pratique associée aux soins, la recherche, et donc là, on les accueille et on les héberge dans nos structures de recherche. Je vais peut-être compléter le propos sur un point. Oui. Donc, en effet, nous avons plusieurs thèses régulièrement en médecine, et je comprends donc cette notion de délai. Donc, j'ai en tête, par exemple, un interne qui vient de soutenir sa thèse donc, en ophtalmo. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans le cadre de cette étude, qui en effet doit durer 2 à 3 ans, il était prévu de faire une analyse intermédiaire, puisque vu l'originalité de l'idée, il n'y avait pas dans la littérature des éléments de calcul du nombre de patients. Donc, on a fait une analyse intermédiaire qui était évidemment déclarée au CPP et prévue notamment dans la méthodologie statistique du protocole. Et c'est à partir de ces résultats intermédiaires qu'il a pu soutenir sa thèse. Ou encore des études rétrospectives. Nous avons actuellement donc un interne en médecine polyvalente, donc à Nancy, et qui est en train de travailler sur une base de données importante, donc qui du coup est locale dans cet établissement-là, et à partir de cette base de données, il va pouvoir soutenir sa thèse. Une autre encore à Marseille, également sur une base de données rétrospective. Donc en fait, je comprends très bien cette notion évidemment de délai, mais il est possible soit d'avoir du rétrospectif, soit avoir des études courtes, soit encore partir sur des résultats préliminaires, ou encore avoir pour un même projet de recherche plusieurs internes. D'accord, eh ben, merci beaucoup. Du coup, on peut intégrer pendant et après du coup la thèse. Donc voilà, à bon entendeur.
Je le dis dans la salle. Une question du coup, une question pour vous du coup, docteur Griffith, sauf si non, je parlerai toute seule, c'est pas grave. J'allais dire quelque chose d'un peu plus vraiment concret qui, je pense, fait peur à beaucoup d'internes, c'est le temps que peut prendre la recherche sur le temps clinique. Parce que finalement, on se dit, on a fait 10, 12, 15 ans d'études, mais pour finalement, on nous apprend presque que de la clinique. Donc après, comment est-ce que vous vous organisez justement pour vous dégager ce temps-là, pour associer peut-être les deux pratiques dans votre quotidien? Ok. Merci, c'est une question importante. Ça dépend le niveau d'investissement personnellement que tout le monde souhaite faire. Donc, je explique mon cas personnel. Donc, mon rôle de chef de clinique, j'ai 2 journées au cabinet. Heureusement, j'ai une bonne équipe qui me soutient, qui voit les patients, on partage tous les patients. Et j'ai 2 jours vraiment concentrés sur la recherche. Donc, c'est jamais suffisant pour la recherche, comme mes collègues Alcin vont dire, j'avais assez du temps. Mais bon, on avance, on est en lien avec le laboratoire de recherche, IDESPC, la faculté de médecine, en lien avec le DRCI de CHU de Montpellier. Donc, nous sommes en avançant ensemble. Après, et je note aussi, je travaille à 80%, donc je laisse une journée pour mes 3 enfants, qui est très important de trouver cet équilibre. Donc ça, c'est mon cas personnel, mais j'ai d'autres collègues qui font différemment, donc selon le temps disponible. On a beaucoup des maîtres de stage universitaires qui sont en lien avec la faculté, qui soit sont orientés plutôt sur une redevance pédagogique, mais il y a ceux aussi qui utilisent peut-être quelques heures par semaine ou autre de participer à les études de recherche. Ils sont rémunérés via chaque projet différent. On peut être plus investi s'ils veulent. Ils viennent nous donner, on peut donner des rôles, des contrats ponctuels. Et après, si vous souhaitez simplement être impliqué sur votre temps clinique, donc de partager, vous avez, comme je vous ai présenté les projets ici, P4DP, qui est vraiment donne accès à votre base de données, et je vais vous solliciter pour des réunions de 1 ou 2 heures. On va en discuter avec votre équipe, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vous, le tableau de bord, pour que ça soit utile cliniquement et aussi pour la recherche. Et pareil, par exemple, pour les études sur les otites, ça me prend 3-4 minutes de plus de faire le questionnaire d'inclusion, donc chaque consultation, et je suis rémunérée 30 € de plus. Donc, on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Alors, c'est ce que je retiens, merci. C'est que du coup, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que la recherche, on peut y investir quelques minutes, ou on peut y investir beaucoup de temps, selon ce qu'on a un peu envie, selon nos projets, et que finalement, c'est quelque chose de très adaptable, de ce que je perçois de vos présentations. Pas toujours facile, mais flexible, ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui seraient arrivées? Non. Eh ben, je vais remercier nos 3 intervenants pour ces présentations très intéressantes. Merci à vous. Et je vais inviter les membres de la salle, si vous voulez aller au stand pour rencontrer un peu tous les partenaires de la région avant la prochaine présentation. Vous avez un petit peu de temps. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Oui, tous. merci à vous. Belle journée. Oui. Merci.